Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission des entreprises à impact positif. Et voici notre sommaire. L'invité de Smart Impact aujourd'hui, c'est Laurent Forti, porteur de programme recherche et innovation à l'IFP Énergie Nouvelle. Il viendra nous présenter un gel innovant pour lutter contre les effets de la sécheresse sur les bâtiments. Dans le débat de notre émission, on se demandera comment mieux intégrer la composante sociale dans les investissements responsables, le S de ESG, souvent le parent pauvre des 3 000 milliards d'encours concernés dans le monde. Et puis la start-up du jour, c'est Ecatech et son boîtier connecté pour venir en aide aux personnes victimes d'arrêt cardiaque. Voilà pour les titres, on a 30 minutes pour les développer. C'est parti. L'invité de Smart Impact, c'est Laurent Forti. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes porteur du programme Recherche et Innovation, Adaptation au changement climatique à l'IFPEN, IFP Énergie Nouvelle. On va pas parler des sols argileux. Ça concerne énormément de Français. Et je suis sûr qu'il y a certains de celles et ceux qui nous regardent qui disent « Ouh là là, peut-être que l'invité de Smart Impact a une solution. » Donc on va être très très à l'écoute. Mais d'abord, présentez-nous IFP Énergie Nouvelle. Alors IFP Énergie Nouvelle, c'est un centre de recherche et d'innovation publique qui existe depuis près de 80 ans. Dont l'ADN est de porter des innovations dans les domaines de l'énergie, de l'environnement, du climat et de la mobilité, des idées de nos chercheurs jusqu'à leur valorisation. Et le projet l'idée dont on parle aujourd'hui sort de ce processus. Oui, on est au-delà du projet. On est en valorisation actuellement. On est vraiment à la valorisation et à la mise en œuvre. Peut-être pour commencer, le constat. Ces sols argileux en France qui font des ravages dans beaucoup de maisons d'habitation. Qui est concerné? Ça concerne combien de millions de personnes? Ça concerne énormément de personnes. C'est vraiment un enjeu sociétal et social fort. C'est un enjeu sociétal parce que pour les assureurs, ça représente un dommage de plus d'1 milliard d'euros. C'est aujourd'hui plus de 10 millions de pavillons qui sont sur des sols considérés à aléa fort ou moyen. Pour le particulier, c'est vraiment un drame, parce que c'est l'investissement de sa vie, son patrimoine qui est remis en cause, et il peut se trouver fort démuni face à sa maison fissurée. Oui, effectivement, 10 400 000, c'est le chiffre qu'on a trouvé, maisons concernées par ce phénomène de retrait, gonflement des sols argileux. On peut peut-être expliquer en quelques mots ce qui se passe, en fait. Alors, de façon assez schématique, les argiles, c'est des aimants à l'eau, en fait, on va le dire très simplement. En présence d'eau, ça gonfle, et puis en phase de sécheresse, ça se rétracte. Et avec le changement climatique, ces alternances pluie-sécheresse, avec des pluies de plus en plus intenses et recentrées, et des sécheresses de plus en plus fortes, amplifient ce phénomène. Et on constate une augmentation du nombre de pavillons qui sont touchés chaque année et donc des dommages qui sont du ressort des assureurs. Mais c'est même assez... Enfin, vous allez peut-être me contredire, mais moi, l'impression que j'ai, c'est qu'il y a eu vraiment une accélération. C'est-à-dire, je discutais avec des assureurs qui me disaient, mais avant, on avait quelques cas sur 5-6 ans, et puis là, maintenant, on en a plusieurs dizaines, parfois par an. Tout à fait. Alors, c'est la problématique du changement climatique. C'est vraiment lié au changement climatique. Qui amplifie justement ces alternances pluie-sécheresse avec des pluies de plus en plus intenses, de plus en plus localisées. Tous ces phénomènes climatiques extrêmes sont de plus en plus forts et fréquents. Et ça va aussi impacter d'autres axes, en fait, pas uniquement les maisons. Bon, on aura peut-être le temps de reparler de la question des assurances, mais je voudrais vraiment qu'on consacre l'essentiel de cette interview à cette innovation que vous avez présentée au mois de mai au salon Vivatech avec une société partenaire qui s'appelle Solinjection. Solinjection, c'est ça. Donc, alors c'est quoi? Gel de traitement des sols. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est? Comment ça peut fonctionner? Alors en fait, très souvent au sein d'IFP Énergie Nouvelle, on essaye de mettre sur d'autres marchés des technologies qu'on avait développées par ailleurs. Et on organise régulièrement des challenges d'innovation interne au cours desquels on propose à nos collègues de nous soumettre des idées pour répondre à des grands défis. Dans le deuxième challenge, on est actuellement au cours du troisième, dans le deuxième challenge, un de nos collègues qui avait connaissance de ce problème, nous a proposé une première solution. Et puis, on a trouvé la piste intéressante. Une équipe s'est constituée et l'équipe a proposé justement un gel de silice qu'on avait déjà utilisé dans le passé pour colmater un puits gazier en disant ça doit aussi agir sur les argiles. On a trouvé l'idée intéressante. L'idée a été lauréate de notre challenge d'innovation. On a fait une preuve de concept au sein de nos laboratoires qui a montré qu'on pouvait traiter des argiles et qu'on restreignait très fortement leur sensibilité à ce phénomène de retrait-gonflement. On a travaillé pour trouver un partenaire de valorisation, puisque comme on est un établissement public, il nous faut trouver un mode de valorisation. On a trouvé Solinjection, avec lequel on a un partenariat de co-construction de la solution, puisque eux sont très acteurs de ce domaine. Ils connaissent très bien les sols, ils connaissent très bien ce milieu-là. On a développé, nous,
la formulation du gel de silice, eux, le procédé d'injection dans les sols, et conjointement, ça fait une solution qui est aujourd'hui commercialisée. Alors justement, c'était ma question suivante, vous en avez tout, il y a des chantiers, ça a déjà été mis en œuvre? Alors c'est souvent des temps longs. Oui. Parce qu'il faut d'abord que la solution soit reconnue par ses pairs. Donc, elle a fait l'objet d'une technique nouvelle qui a été validée par un bureau de contrôle indépendant. Il faut aussi que ces chantiers soient assurés. Donc, notre partenaire a obtenu une assurance de garantie décennale de son assureur. Donc, c'est un axe fort. Celle-ci a été obtenue en début 2024. On a présenté notre solution à beaucoup d'acteurs, assureurs, experts. On l'a présenté, comme vous l'avez dit, au salon Vivatech. Et on a d'ailleurs eu des particuliers qui sont passés nous voir en nous disant « j'ai ce problème ». J'imagine qu'il y en a eu pas J'ai ce problème, quelle est votre solution? Ces assureurs et ces experts se sont montrés très intéressés et aujourd'hui, il y a des premiers chantiers qui sont d'ores et déjà programmés pour le dernier trimestre 2024. Alors, vraiment, question de curieux, de béotien, donc c'est un gel sous quelle forme? Si on dit gel, c'est liquide, c'est spongieux, ça ressemble à quoi? Oui, la question est tout à fait pertinente. Au moment où on injecte le produit, il est sous forme liquide, mais on l'active pour qu'il se transforme au moment de sa présence dans le sous-sol au bon endroit. D'ailleurs, on le contrôle avec une méthodologie un peu particulière qui nous permet d'imager ce qui se passe dans le sol pour voir qu'on a bien placé le gel au bon endroit. Et donc, ce produit crée des liaisons chimiques entre les feuillets d'argile, on va dire, de façon à éviter qu'il bouge au moment de l'arrivée d'eau ou du départ de l'eau dans ces phénomènes de pluie-sécheresse. Et donc, on crée des ponts chimiques minérales, puisqu'on injecte un produit qui est essentiellement minéral, des produits qui sont déjà présents dans le sol, mais qui ont cette belle propriété de faire des ponts chimiques. Vous devancez mes questions, mais on est dans une émission qui s'appelle Smart Impact. On est très soucieux, évidemment, de la transition et de la transformation environnementale. Vous avez fait attention à ce que vous injectiez dans le sol, vous voyez ce que je veux dire? Bien sûr. Alors, on a testé notre produit suivant un critère qui est reconnu, qui est le critère HP14, où on teste sa toxicité vis-à-vis d'un certain nombre d'organismes vivants et de végétaux. Notre produit a passé les tests, il n'est donc pas considéré comme écotoxique. Et puis, on est très vigilant, effectivement, à tous ces aspects-là, bien sûr, au sein d'IFP Énergie Nouvelle. Par ailleurs, notre solution vient remplacer ou compléter des solutions qui ont un impact environnemental beaucoup plus fort. Par exemple, une des solutions, ce sont les micro-pieux. On vient reprendre les fondations en faisant des pieux sous les fondations pour aller chercher des couches dures. Ça nécessite du ciment, donc vous comprenez bien l'impact environnemental. Pour le particulier, il faut qu'il vide sa maison, on fait rentrer des gros engins dans sa maison pour percer tous les sols, etc. Je pense à des amis qui sont en train de le faire. On a tout vidé, mais c'est impressionnant. Ils vont ouvrir tout le sol de la maison. C'est exactement ça. Alors que là, on vient en périphérie de la maison injecter tous les 80 cm dans la couche argileuse notre produit qui insensibilise définitivement les argiles. Ça veut dire que ça coûte forcément beaucoup moins cher qu'un chantier de rénovation auquel je pense, où il a fallu tout ouvrir et où ça va prendre des mois et des mois? Alors ça coûte beaucoup moins cher que les micro-pieux. Vous parlez d'un chantier de rénovation, il reste quand même après à réparer le bâti. Bien sûr. Mais en tout cas, c'est un intermédiaire, c'est très proche des solutions type injection de résine expansive. C'est beaucoup plus durable et ça vient la compléter parfois. Est-ce que alors comment je peux formuler ça? Toutes les maisons lézardées par la sécheresse sont-elles éligibles à votre solution ou est-ce qu'il y a des fois où ça ne marche pas? Non, alors on est très prudent dans la mise en œuvre de cette solution. Les tests qu'on a pu faire en laboratoire et sur terrain montrent que ça s'applique dans un certain nombre de cas, suivant des critères géotechniques que je ne détaillerai pas, mais que les experts connaîtront. Tout ça est détaillé dans notre cahier des charges. Comment on peut le savoir? C'est compliqué? Alors, à chaque fois qu'il y a ce type de dommage, les experts passent pour déjà voir si c'est bien un problème de retrait-gonflement des argiles. Ensuite, régler les petits problèmes qui se posent, parce que des fois, il y a des tombées d'eau, des gouttières juste au pied de la maison qu'il faut régler, des fuites de canalisation, etc. Tout ça doit être réglé. Les végétaux qui sont trop proches de la maison, tout ça aussi doit être réglé avant. Ensuite, il y a une définition, il y a des analyses des sols qui définissent la caractéristique du sol, dans quelle catégorie ils sont en termes de différents paramètres géotechniques. Et notre solution s'applique dans une grille de ces paramètres-là. Ça représente à peu près 30 à 40% des cas. Et donc, voilà, on peut le savoir relativement vite. Je voudrais qu'on reparle des assurances parce que tout le monde n'est pas forcément couvert et ça donne lieu à des frustrations entre voisins ou à des contentieux, j'imagine. C'est quoi? C'est de la mauvaise volonté des assurances parfois? C'est parce qu'effectivement, on peut croire que c'est lié au sol argileux et ça ne l'est pas forcément? Alors, je ne rentrerai pas dans le débat. Vous n'êtes pas là pour défendre ou pas les assurances? Non, en fait, déjà, il y a une première chose. Est-ce que la commune s'est déclarée en état de catastrophe naturelle ou pas? Si elle ne l'a pas déclaré, pour le particulier, ça devient plus compliqué. Ça dépend effectivement de son assurance. Et on s'assure pour différents dommages, pas forcément pour tous. Si on n'est pas assuré pour celui-là, c'est un peu dommage, c'est le cas de le dire.
S'il y a eu arrêté de catastrophe naturelle, là, les experts passent, mandatés par l'assurance, et définissent si c'est vraiment un problème de retrait-gonflement des argiles ou une malfaçon dans la construction, etc. Voilà, donc, et c'est à ce moment-là qu'on décide, l'assureur décide d'intervenir ou pas pour ce dommage. Allez, il nous reste 1 minute. Alors là, j'ai une autre question sur le fonctionnement. Je reviens au fonctionnement de IFP Énergie Nouvelle. L'ingénieur ou les ingénieurs qui ont travaillé sur la solution, quand elle devient une solution industrielle qui rapporte de l'argent, ça rapporte de l'argent à l'IFP Énergie Nouvelle, oui, bien sûr. À l'inventeur lui-même. Alors, comment ça on marche? a un processus récompense de nos inventeurs, puisque chaque fois qu'on a un dépôt de brevet, il y a une prime qui était... Et puis quand le brevet est valorisé, ensuite, effectivement, il y a des retombées financières pour les porteurs de ces idées-là, de ces brevets. Je crois que c'est assez légal, et on répond tout à fait à la législation. Je dois vous assurer que les collègues qui ont contribué à cette solution sont très fiers de la porter. J'imagine, oui. On a eu récemment un prix d'équipe d'innovation par le Club de Paris des directeurs de l'innovation. Quand l'équipe s'est réunie pour recevoir ce prix, c'est un moment de fierté et ça vaut toutes les sommes d'argent qu'on peut leur donner. Merci beaucoup, Laurent Forti, et à bientôt sur Bismart. On passe à notre débat. On va parler d'investissement responsable. Retrouvez le débat de Smart Impact avec Veolia. Le débat de Smart Impact, on parle d'investissement responsable avec André Cohen. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes membre du comité d'éthique de Kaori. Pierre Valentin, bonjour. Bonjour. Conseiller spécial dans le cabinet de conseil Amadeus. 2 mots de présentation pour démarrer. Kaori, André Cohen, c'est quoi, une association d'épargnants, c'est ça? Absolument, une association d'épargnants qui a été créée par le Secours catholique en vue d'offrir des produits qui sont éthiques, responsables. Et le premier produit qui a été créé, c'est un contrat d'assurance vie qui s'appelle Kaori Vie. Ouais. Et ça a été créé il y a longtemps, Kaori? 3 ans. 3 ans, d'accord. Ouais. C'est une préoccupation qui a fini par prendre tellement d'ampleur que vous vous êtes dit il faut y aller? Je pense que la volonté du Secours catholique, c'est d'être présent dans tout ce qui est responsable, fraternel, et l'épargne peut jouer un rôle par rapport à la lutte de la pauvreté ou d'autres sujets. Bien sûr, et c'est même un levier majeur, on va en prendre conscience grâce à vous. Présentez-nous Amadeus, Pierre Valentin. Alors Amadeus, c'est une société de conseil en investissement, 20 consultants, plus de 100 clients, 15 milliards d'actifs conseillés, une société de conseil en investissement très impliquée dans l'ISR et qui a conseillé Kaori dans la conception du produit d'assurance vie et qui sélectionne aussi les fonds qui sont offerts à travers le contrat d'assurance vie de Kaori. Alors, il y a toujours une question autour de l'investissement socialement responsable et plus généralement l'investissement ESG dans le monde. On a trouvé ce chiffre, près de 3 000 milliards d'encours dans le monde, dont 84% de fonds européens. Déjà, est-ce que la progression est forte ou pas aujourd'hui, Pierre Valentin? Alors la progression des fonds ISR en général, elle a été très forte jusque dans les années 2020. Ça s'est un peu tassé, mais on constate quand même que les fonds les plus engagés, continuent, ce qu'on appelle l'article 9, c'est-à-dire les fonds les plus engagés dans l'investissement responsable, continuent de collecter trimestre après trimestre. En tout cas, c'était le cas jusqu'à la fin 2023. Ouais. André Cohen, est-ce que ça reste ultra minoritaire, ces fonds ISR, par rapport à l'ensemble des encours qui existent, qui sont disponibles dans le monde? Ah non, je pense que c'est devenu plutôt majoritaire. Il y a 27 000 milliards... En Europe. Oui. En Europe. Oui. Majoritaire, je vous trouve... Pour l'Europe... sur la totalité de l'argent disponible, non. Là, on est quoi? On est à quelques moi, je discutais avec un ancien ministre il y a quelques temps qui disait il y a 27 000 milliards d'argent disponible dans le monde et c'est moins de 1% qui sont vraiment fléchés vers les investissements, notamment environnementaux. Donc, où est la vérité? Vous voyez ce que je veux dire, Pierre Valentin? Il y a un peu plus, si on regarde la France, il y a un peu plus que 2 000 milliards de fonds d'investissement, je crois. Et je pense qu'effectivement, on doit être... ça progressait quand même assez vite, je n'ai pas les derniers chiffres, mais je pense qu'on ne doit pas être loin de 50% qui sont classifiés. Alors après, on peut être plus ou moins exigeant. Il y a différents labels et différentes classifications. Par rapport à la classification européenne, avec une prise en compte des critères ESG. Je ferme cette parenthèse parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et je m'appuie notamment, André Cohen, sur votre expérience de fondateur, de dirigeant d'Impact, qui est une agence indépendante de notation extra-financière qui est spécialisée dans le domaine du social. Parce que le S de ESG, c'est souvent le parent pauvre de ces investissements responsables. Ah oui, ça fait plus de 5 ans que j'essaie de
de changer la donne en fournissant des données sociales au niveau France ou au niveau Europe. Mais visiblement, l'environnement a tout emporté. Je pense que c'est une discipline qui est préférée parce que c'est plus simple, c'est scientifique. Il y a des métriques. Il y a des métriques, etc. Alors que dans la partie sociale, il y a des politiques. Il y a aussi des métriques, il y en a pas mal. Et notamment en France, il y en a beaucoup. Mais visiblement, il n'y a pas une volonté, alors je ne sais pas s'il faut dire politique, ou en tout cas des différents participants, de développer ce S. Les métriques, quelles sont-elles ? Quand on veut objectiver un investissement socialement responsable, sur quoi on s'appuie ? On peut s'appuyer sur la création d'emplois. On peut s'appuyer sur les écarts de salaire hommes-femmes, l'écart de salaire entre les dirigeants et les salariés, le nombre d'accidents. Enfin, il y a donc bien des métriques qui arrivent à caractériser des politiques sociales. Vous êtes d'accord pour dire que l'urgence climatique a d'abord ou un peu tout emporté ? Oui, et il y a effectivement un sentiment d'urgence. Je pense que c'est la raison principale. Parce que finalement, l'urgence climatique, c'est une préoccupation récente, ça a 30 ans. La question sociale, c'est beaucoup plus ancien, ça a 200 ans. Donc on se dit, finalement, d'abord, il n'y a pas cette échéance de l'urgence climatique, et puis on se dit qu'on a le temps de traiter la question. Effectivement, il y a la question des indicateurs. Il y a finalement quasiment un seul indicateur, en tout cas c'est celui qui a dominé le reste dans le domaine environnemental, qui est la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et dans le domaine social, il y a beaucoup d'indicateurs. André en citait quelques-uns, mais on peut aller plus loin, même à l'intérieur de l'entreprise. L'absentéisme, le taux de turnover, mais aussi tout ce qui concerne la sous-traitance. Donc il y a des indicateurs sur le caractère social de ce qui se passe dans la sous-traitance. Et puis il y a quand même aussi tout l'aspect produits et services rendus. Sont-ils ou pas accessibles au plus grand nombre, et en particulier aux plus pauvres? Je vais vous poser une question volontairement provocante. Est-ce que ça a du mal à s'imposer parce qu'on est face à des interlocuteurs qui sont dans un milieu capitalistique, qui n'a pas forcément la fibre sociale ? Alors, je ne sais pas s'ils ont la fibre sociale ou pas, mais en tout cas, dans leurs investissements, ils ne l'ont pas privilégié. C'est une façon de répondre à la question. C'est la seule auquel je pense. Est-ce qu'il y a des labels en France, Pierre Valentin, qui imposent des critères sociaux ? Alors, d'une façon générale, la plupart des labels sont généralistes ouverts en France et en Europe. Mais la France a fait un peu exception puisqu'elle a un label qui s'appelle Finansol, qui finalement, effectivement, récompense les fonds qui ont au moins 5% de leur actif destinés à des entreprises à forte utilité sociale. Et à quel point il est valorisé, utilisé ce label aujourd'hui ? Quelle est sa place, d'une certaine façon ? Il y a à peu près 17 milliards d'euros de fonds qui ont cette structure. La plupart sont labellisés Finansol sur à peu près 2000 milliards de fonds. Donc c'est un peu moins d'1%. Le label ISR, qui a été créé en 2016, vous diriez quoi ? Il donne la part belle aux deux autres lettres de SG, c'est ça ? C'est-à-dire environnement et gouvernance. Je dirais pas ça. Il bien un peu le S, c'est quoi il est agnostique. Il considère que c'est aux sociétés de gestion de définir la pondération des 3 piliers, environnemental, social et gouvernance. Je crois d'ailleurs que dans la dernière version du label, il impose quand même qu'on n'aille pas en dessous d'un certain niveau pour chacun des piliers. Mais on ne peut pas dire qu'il impose quoi que ce soit. Comment vous expliquez, vous, ça reprend un peu la question que je posais tout à l'heure, le fait que ce pilier social, alors ça va changer, on l'espère, mais ait pris moins d'importance finalement dans ces investissements responsables, au moins dans la première phase? Je pense qu'il y a cette question du nombre d'indicateurs qui finalement rend les choses un peu plus... Ou de méconnaissance du fait que les indicateurs existent. Oui, donc ça rend l'analyse un peu plus complexe. Il y a la réglementation qui a quand même été très en faveur du pilier environnemental. Et puis il y a un aspect culturel, enfin André le citait, je pense que il y a une certaine résistance. On ne voit pas de grande initiative pour créer un fonds social de place, par exemple. Et donc, dès sa création, vous l'avez expliqué, André Cohen, Kaori a privilégié ces aspects sociaux. Mais ce n'est pas le social contre l'environnemental. Je pense que c'est important de dire ça. C'est pas Nini, c'est et. C'est donc, au sein du contrat,
le souscripteur peut choisir selon ses valeurs entre ce qu'on appelle l'humain, donc le social, et puis la terre, l'environnement, ou faire un mix des deux. Voilà. Et il va quoi, le ventiler, si on rentre un peu dans le détail? Il peut faire ça. Oui. Il peut faire ça, et puis le mettre même dans des unités gérées en fonction de la version risque. Oui. Et alors, après cet argent qui est disponible, vous l'utilisez, il est mobilisé dans quel cadre? Est-ce que c'est vous qui listez un certain nombre de projets d'investissement proposés aux clients? Comment ça fonctionne? Alors, en réalité, cet argent est investi dans des fonds, dans des SICAV, et c'est investi dans des fonds, d'ailleurs, qui nous ont été communiqués et avec lesquels nous discutons avec Amadeus. Et ça permet de maintenir, puisque nous les remettons en cause tous les trimestres, de vérifier que vraiment ils ont un impact. L'impact attendu est là. Voilà. Donc c'est un travail permanent de surveillance et d'interaction avec... en réalité, il y a 27 fonds et 20 sociétés de gestion. Ouais. On a beaucoup parlé, et notamment dans cette émission, de taxonomie environnementale au niveau européen, comment flécher finalement, aider à flécher les investissements vers des projets environnementaux. Est-ce qu'il y a une taxonomie sociale? Ça existe, ça va exister? On en est où? Alors, il y a eu un projet au niveau de l'Union européenne, mais il y avait eu pas mal de difficultés pour mettre en place la taxonomie environnementale. Et donc, pas un peu trop libéral, l'Europe, tel qu'on l'a conçu, pour avoir l'idée d'une taxonomie sociale? Il a été suspendu. Mais bon, ça serait très intéressant parce que ça permettrait... Puisqu'en fait, l'idée de la taxonomie, c'est quand même de publier pour chaque fonds le taux d'alignement avec la taxonomie. Donc, ça permet de comparer des fonds de sociétés de gestion différentes. Et donc, ça objective quand même le caractère environnemental ou demain social. Oui, et puis ça permet aux entreprises, quand on parle d'environnement, de se comparer, de savoir si elles sont dans la bonne direction. Donc, ça pourrait être vraiment un levier pour vous, une taxonomie? Oui, je pense que ce serait une assez bonne chose. D'ailleurs, il y a en France un groupe de travail qui essaye de ressusciter en quelque sorte la taxonomie sociale. Est-ce qu'il y a des projets, si on est très concret, des projets un peu balbutiants en la matière, projets d'innovation par exemple sociale ou sociétale, qui passent à l'échelle grâce à une action comme la vôtre, grâce au fait de finalement pousser l'investissement socialement responsable? En réalité, l'impact, il est obtenu par les entreprises dans lesquelles investissent les fonds. Oui. Donc, notre travail, c'est de vérifier que les entreprises ont cette action. Oui. Et on a parlé déjà de pas mal de sujets sur la réduction des écarts de salaire, des choses comme ça. On peut parler de l'insertion des personnes en situation de handicap, on peut parler de l'emploi des jeunes, etc. Et donc, le fait de poser des questions sans cesse aux entreprises forge une ambition plus forte parmi les meilleures d'entre elles. Voilà. C'est un aiguillon pour progresser. C'est comme ça que ça marche. C'est pas direct. Très intéressant. Merci beaucoup. Merci à tous les deux et à bientôt sur Bismart. On passe à notre rubrique Startup tout de suite. C'est parti. Smart Ideas et la bonne idée du jour, elle est signée Frédéric Lebold. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le fondateur d'Ecatech. Vous avez remporté la médaille d'or du concours Lépine 2022 avec votre boîtier connecté G-Au-Cœur. De quoi s'agit-il ? Alors en fait, G-Au-Cœur, c'est un panneau connecté qui s'installe au-dessus du défibrillateur et qui va être relié au service de secours. Ça va permettre, en fait, quand un arrêt cardiaque a lieu à proximité, 100, 200, 300 mètres, le boîtier va se mettre en route avec un signal sonore et lumineux, des LED, une voix qui va dire arrêt cardiaque à proximité, on a besoin du défibrillateur, flasher le QR code pour connaître l'adresse. Et il suffit en fait d'une personne qui va s'approcher, qui va flasher le QR code qui est en façade pour savoir où est l'arrêt cardiaque, prendre le défibrillateur et l'emmener. Mais alors attendez, je ne comprends pas déjà comment votre boîtier détecte un arrêt cardiaque à 200 mètres. C'est ça que je comprends pas. C'est là tout l'intérêt d'être connecté avec les services de secours. Okay. Donc en fait, c'est vraiment, ça part des pompiers qui vont envoyer, dès qu'ils envoient une ambulance pour arrêt cardiaque, ils vont nous envoyer l'alerte pour nous dire il y a un arrêt cardiaque à telle adresse et nous, on va déclencher les panneaux les plus proches. D'accord, donc pendant que les pompiers sont en train de faire route vers l'endroit où il y a un arrêt cardiaque, vous déclenchez l'alerte et ça peut permettre d'utiliser ou d'actionner le défibrillateur. 50 000 arrêts cardiaques
par an en France, taux de survie 7%. On a trouvé ces chiffres en préparant l'émission. Ça veut dire quoi? La rapidité d'intervention, c'est un critère majeur? Ça fait partie effectivement des critères majeurs. On se rend compte que si la personne a un massage cardiaque rapide et la pose d'un défibrillateur, les chances sont largement augmentées. Malheureusement, le défibrillateur est trop peu utilisé. Il faut savoir que moins de 10% des arrêts cardiaques bénéficient d'un défibrillateur avant l'arrivée des secours. Donc, ce qui est vraiment très peu. Quand on sait qu'il y a 500 000 défibrillateurs en France, on se dit que chaque arrêt cardiaque quasiment bénéficie d'un défibrillateur. Mais il faut comprendre que 80% des arrêts cardiaques ont lieu à domicile. Et à domicile, vous avez 1 ou 2 témoins. Ils sont dans un stress dépassé et ils ne peuvent pas aller à la mairie, dans un gymnase, etc., chercher le défibrillateur. Ils doivent faire du massage cardiaque. Et c'est là tout l'intérêt de GeoCoeur, en fait, c'est de créer cet élan citoyen autour du défibrillateur pour venir en renfort de la personne en arrêt cardiaque. Ouais, très bonne idée. Il y a une trouvaille, une innovation technologique qui permet finalement de lancer GeoCoeur? Alors, c'est une innovation de rupture, puisque en fait, on n'a pas réinventé la roue. Au final, on est un boîtier connecté à un service de secours avec de la LED et des haut-parleurs, etc. Un QR code. Par contre, cette innovation de rupture, elle a un brevet. On a un brevet qui a été validé et qui a pu se développer donc depuis 2022 et surtout depuis juillet 2023 où on a nos boîtiers qui sont pleinement opérationnels. Il y a 500 000, je crois, défibrillateurs qui sont installés un peu partout en France. Ils sont, sous-utilisés, 2, peut-être un peu défectueux aussi, parce qu'il y a nos confrères de France Info qui ont mis la main sur une étude qui dit qu'ils ne marchent pas tous très bien. Alors effectivement, ça fait partie des sujets, et en fait c'est un sujet global du défibrillateur. Le défibrillateur, on en parle très peu. Finalement, depuis 2007, il est utilisable par le grand public et quasiment un Français sur 2 ne sait pas qui peut s'en servir, ne sait pas comment ça marche. Donc d'achat, ça c'est un premier problème. Et finalement, les collectivités, les entreprises, elles installent un défibrillateur pour des raisons réglementaires. Il faut mettre le défibrillateur, on va l'installer et on va oublier qu'il faut faire une maintenance. Et c'est un peu ce qui a été mis en avant la semaine dernière. C'est vraiment de se dire que le défibrillateur, c'est pas juste un objet qu'on pose, c'est un dispositif médical qui nécessite une maintenance et qui nécessite de former aussi le personnel du bâtiment, etc. Ouais, un tiers de ces 500 000 défibrillateurs installés dans les lieux publics qui ne fonctionnent pas dans le pays. Combien de GeoCoeur installés? Vous en êtes où du développement du produit que vous avez lancé et qui vous a valu la médaille d'or du concours Lépine? Alors, on en a actuellement 250 qui sont installés, essentiellement dans la région Grand Est, mais on commence à en avoir sur Paris, en Haute-Savoie, en Seine-et-Marne notamment. On a déjà des résultats, puisqu'on a déjà plus de 30 interventions qui ont été réalisées. On a des cas où on arrive 5-10 minutes avant l'arrivée des secours, donc c'est énorme dans la prise en charge de l'arrêt cardiaque. Donc on a vraiment validé maintenant, on a passé l'épreuve de la preuve de concept justement, et maintenant on n'a plus qu'à déployer. On va en déployer sur Paris à l'occasion des Jeux Olympiques juste avant, donc c'est presque demain. Oui. Il y a 3 sites qui ont été sélectionnés pour être, 3 zones où on a une trentaine de sites qui vont être implantés pour essayer de couvrir cette augmentation de population. Mais au-delà de l'aspect Jeux Olympiques, dans Paris, quel que soit l'endroit où on va mettre un dispositif, on sait qu'il y aura un déclenchement dans l'année parce qu'il y a des arrêts cardiaques tous les jours. En fait, comme vous l'avez dit, il y a 50 000 décès par an en France. Oui. Et avec, il faut le redire aux gens qui nous regardent, quand on prend le défibrillateur, il y a un tuto, il y a une marche à suivre, même si on n'a pas fait un stage pour les gestes qui sauvent, on va pouvoir aider, quoi. Et exactement, le défibrillateur a le gros avantage, c'est que n'importe qui l'ouvre, même s'il ne sait pas s'en servir, on va lui expliquer. Il y a des dessins sur les électrodes. Donc c'est aussi un message qu'on essaie de faire passer, c'est que n'importe qui peut sauver une vie en utilisant un défibrillateur, en faisant du massage cardiaque. Et c'est souvent la peur de mal faire, où du coup les gens ne vont rien faire, alors que c'est de rien faire qui tue la personne. Merci beaucoup Frédéric Lebold et bon vent à vous. Merci. Boîtier GeoCoeur. Voilà, fin de ce numéro de Smart Impact. Un merci très rapide à Cyrielle Chazal à la production et programmation assistée d'Anaël Seban, Angèle Jean-Girard, le réalisateur, et Thibaut Goury-Lafont au son. Salut.